Nous voilà maintenant dans la 4e vidéo consacrée à la rentabilité de l'entreprise, à son efficacité. Dans la précédente, on a vu le concept d'effet de levier. On va l'approfondir ensemble dans cette vidéo. Pour ce faire, je vous propose de retrouver notre société A et notre société B que nous avions vues dans la vidéo précédente. A est une société qui n'a pas de dette et qui dégage une rentabilité de ses capitaux propres de 12%, identique à la rentabilité économique de 12%. B, elle, a de la dette. 50% de l'actif économique est financé par endettement. Et la rentabilité des capitaux propres est plus élevée, 20%. Mais mon ami qui aime le vert me dit que 20% c'est bien, mais qu'il aimerait avoir plus. Ce n'est pas un problème. Regardons avec la société C, je porte la dette à 75% du financement de l'actif économique. Et dans ce cas, j'ai une rentabilité des capitaux propres de 36%. Peut-être que l'un d'entre vous va me dire, ou pense in petto, que 36% c'est pas mal, mais si on pouvait avoir mieux, ça serait mieux. Pas de problème. Je vais vous porter la dette à 90% de financement de l'actif économique. Alors, j'ai une rentabilité des capitaux propres qui atteint 84%. Et peut-être qu'il y a une tête brûlée dans l'assistance aujourd'hui qui pense que 84% c'est pas mal, mais que si on pouvait avoir mieux, ça serait encore mieux. Eh bien, ce n'est pas un problème. Je vais vous mettre 99% de dette. Là, tout le monde devrait être content. 804% de rentabilité des capitaux propres. En fait, qu'est-ce que je fais? Au fur et à mesure où je mets de la dette dans le bilan de cette société, j'augmente la rentabilité des capitaux propres, je la dope. Mais soyons sérieux, revenons sur Terre. Ceci est bien artificiel. Et je prends un risque non négligeable qu'on va maintenant regarder ensemble en refaisant l'exercice et en changeant les conditions économiques dans lesquelles on se situe. Une crise arrive et la rentabilité économique n'est plus de 12%, elle tombe à 0%. Dans ce cas-là, ma brave société A qui n'a pas de dette réalise un résultat net de 0 et une rentabilité de ses capitaux propres de 0%. Ma société B, qui elle a 50% de dette dans le financement de son actif, va avoir une rentabilité de ses capitaux propres de moins 6%. Ça veut dire qu'en termes concrets, en un an, elle a perdu 6% des capitaux propres comptables qui sont dans son bilan. Ma société C, qui fait plaisir à mon ami qui aime le vert, elle va avoir une rentabilité des capitaux propres de moins 18%. La société D, elle va avoir une rentabilité des capitaux propres de moins 54%. En un an, elle a perdu la moitié de ses capitaux propres à son bilan. Quant à la société E, c'est un bain de sang. Rentabilité des capitaux propres de moins 594%. Elle a perdu 6 fois ses capitaux propres. En fait, on n'a même pas le temps d'écrire le bilan qu'elle a déjà fait faillite. Donc, l'effet de levier marche bien quand tout va bien, mais devient un effet boomerang lorsque la conjoncture économique se renverse. C'est ce que nous voyions dans la vidéo précédente, on ne peut pas avoir une rentabilité supplémentaire sans prendre un risque supplémentaire. L'effet de levier n'aurait-il dès lors aucun intérêt? Non, il a un intérêt pédagogique car il permet d'expliquer comment se forme la rentabilité des capitaux propres, d'où vient-elle entre l'effet lié à l'endettement et le socle industriel et commercial de l'entreprise que représente la rentabilité économique. C'est ce que nous allons voir maintenant en regardant les groupes 1, 2, 3 et 4. Regardons le groupe 1. Si on se focalise dans un premier temps sur la rentabilité de ses capitaux propres, 15%, 16%, 18%, 20%, on a toute raison d'être content. On a un taux de rentabilité très correct et qui ne fait que monter au cours du temps. Ça, c'est une analyse superficielle. Si on a vu ensemble les deux rentabilités, c'est pour pouvoir les analyser toutes les deux, les comparer, les faire se renvoyer les unes aux autres pour en déduire une conclusion beaucoup plus pertinente. En fait, notre groupe 1 est un groupe qui va mal. Ses performances opérationnelles, mesurées par sa rentabilité économique après impôt, ne font que décliner. 10%, 8%, 7%, 7%. Elles étaient médiocres en 2009, elles commencent vraiment à devenir mauvaises en 2011-2012 à 7%. Comment fait-il pour faire illusion? Comment fait-il pour avoir, alors que sa rentabilité économique ne fait que de baisser, une rentabilité des capitaux propres qui, elle, ne fait que monter? Eh bien, il ajoute des dettes aux dettes. Il accroît le poids de son endettement.
Un peu comme une femme ou un homme qui vieillit, qui veut toujours séduire, qui pour cacher les rides rajoute une couche, puis une nouvelle couche de cosmétiques, de mascara et de poudre. C'est une stratégie extrêmement dangereuse. On a des performances opérationnelles de moins en moins bonnes et on s'ajoute des dettes aux dettes aux dettes. En fait, on a un groupe très fragile. Vous voyez l'intérêt d'avoir raisonné en rentabilité économique, rentabilité des capitaux propres. Si vous étiez limité à la rentabilité des capitaux propres, vous auriez cru que tout allait bien. En fait, on a une situation ici assez dangereuse, qui est celle du groupe 1. Regardons maintenant le groupe 2. Le groupe 2 a une rentabilité des capitaux propres totalement stable et très satisfaisante dans le contexte actuel, 15%. Et sa rentabilité économique, eh bien, elle est aussi de 15% chaque année et elle est stable. Donc, on a un groupe qui n'est pas endetté, on n'a pas d'écart entre la rentabilité économique et la rentabilité des capitaux propres. On a des performances opérationnelles qui, à 15%, sont plutôt bonnes, voire très bonnes, et donc on a une situation très saine. Là encore, vous voyez, j'ai fait l'aller-retour entre rentabilité des capitaux propres et rentabilité économique. Le troisième groupe, 15%, 14%, 14%, puis 13% de rentabilité des capitaux propres. C'est bien, ça décroît un petit peu. Est-ce inquiétant? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut regarder la rentabilité économique après impôt. Et elle est de 20%, 20%, 21%, 21%. Elle s'améliore et en plus, elle est supérieure à la rentabilité des capitaux propres. Qu'est-ce qui explique d'ailleurs qu'on ait une rentabilité économique qui soit supérieure à la rentabilité des capitaux propres? Ou ce qui revient au même, qu'on ait une rentabilité des capitaux propres qui soit plus petite que la rentabilité économique. En fait, il y a deux raisons possibles. La première raison, c'est qu'on joue sur l'effet de levier, mais qu'on s'est endetté à un taux d'intérêt largement supérieur à celui de la rentabilité économique après impôt. On s'est peut-être endetté à 25 ou 26%. La deuxième raison possible, c'est que non, on ne s'est pas endetté. En fait, le groupe 3 est un groupe qui a une dette nette négative, c'est-à-dire qu'il a du cash à l'actif beaucoup plus qu'il n'a de dette à l'égard des marchés financiers ou des banques. Et que, plaçant cette trésorerie, il la place dans des actifs sans risque et donc avec un taux de rentabilité très largement inférieur à la rentabilité de son actif économique. Si sur son actif économique, il est capable d'avoir une rentabilité d'environ 20%, sur sa trésorerie, dans les conditions d'aujourd'hui, il a peut-être du 0,5%. Dès lors, les capitaux propres, dont une partie est affectée à l'actif économique où il rapporte du 21% et une autre partie est affectée au cash à l'actif où il rapporte du 0,2% ou du 0,5%, en moyenne, ont une rentabilité des capitaux propres de l'ordre de grandeur de 15%. Donc on a deux explications à la situation du groupe 3, deux explications mathématiquement possibles dans le contexte actuel, une seule est plausible. On ne s'endette pas de nos jours à 26%. Donc, le groupe 3, en fait, est un groupe qui n'est pas endetté et qui accumule le cash à l'actif. C'est ce qui explique que la rentabilité de ses capitaux propres baisse, alors que ses performances opérationnelles sont très bonnes et ont même tendance à s'améliorer. Donc, vous voyez le petit nuage qu'on voyait en se limitant à l'analyse des capitaux propres, il n'a absolument pas lieu d'être là. Dernier cas de figure, c'est le groupe 4. Le groupe 4, j'ai une rentabilité des capitaux propres extraordinaire, stable, 40% par an. Qu'est-ce qui l'explique? Eh bien, je vais regarder la rentabilité économique après impôt. J'ai une très bonne rentabilité économique après impôt, 15%, mais je joue massivement sur l'effet de levier. On a peut-être affaire à une société sous LBO. En tout état de cause, le groupe 4 est un groupe dont le niveau de rentabilité des capitaux propres n'est expliqué en fait que par un gros tiers, par son socle de rentabilité économique. Les deux tiers restants, 40 moins 15, sont expliqués, eux, par l'effet de levier. Ils présentent une rentabilité des capitaux propres forte, mais ne l'auront pas. Une bonne partie de cette rentabilité s'explique simplement par la construction financière qu'est l'effet de levier. Concluons. L'intérêt principal de l'effet de levier est un intérêt pédagogique. Nous expliquer comment se forme la rentabilité des capitaux propres, quelle est la partie qui vient de la rentabilité économique, qui est un socle industriel de savoir-faire de l'entreprise qui est solide,
et quelle est la partie qui est liée à une construction financière avec un dosage plus ou moins important de la dette au sein du bilan de l'entreprise. Voilà son intérêt premier. Ne tombons pas dans le piège de penser en rentabilité en oubliant le risque. C'est le deuxième message de cette vidéo qui s'achève maintenant. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants avec la 5e vidéo qui sera naturellement la mise en œuvre au cas de notre société Gremlin.